Pourquoi aimons-nous autant les tops? Même si on peut détester d'en voir partout, il est assez difficile de résister à la tentation d'une vidéo qui présente un top des jeux. Alors je me suis penchée sur la question et j'ai découvert plein de choses intéressantes. Déjà, il faut savoir qu'on vit dans un monde saturé d'informations. Que ce soit pour les jeux, les livres, les films ou n'importe quoi, il y en a tellement qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et c'est là que les tops interviennent. Leur format même est un engagement sur l'efficacité. On sait que ça va être structuré, hiérarchisé et qu'on va aller à l'essentiel. Pas besoin de passer des heures à faire nos propres recherches, on a directement un avis d'une personne qui a fait le tri pour nous. Et le plus intéressant dans cela, c'est qu'on peut avoir différentes sources pour se créer notre propre avis. C'est rapide, efficace et surtout très pratique. Et ça, les créateurs l'ont bien compris. Les tops attirent l'attention, c'est ce qui fonctionne le mieux. Un titre avec un chiffre génère 73% de clics en plus qu'un titre classique. Les chiffres ressortent dans le texte, et ça attire davantage l'œil que n'importe quel autre titre. Et du côté des influenceurs, c'est tout bénef, car ça demande aussi peu de travail comme contenu. Mais pourquoi nous, en tant que viewers, sommes-nous autant fascinés par les tops? D'après un échange avec des professeurs de l'université de Northwestern, je vous mettrai en lien l'article en question, on considère les listes comme fiables, honnêtes et presque indiscutables. Alors ça rejoint un petit peu les discussions qu'on peut avoir autour de l'honnêteté des avis sur des jeux reçus, des boîtes presse reçues. L'idée que ça ressorte, que ce soit dans des tops, et que ce ne soit pas lié uniquement à un jeu, donne l'impression que les avis sont plus honnêtes. On se dit que la personne n'a pas de raison de nous mentir, vu que c'est quelque chose de détaché et qu'il y a tout un ensemble, tout un classement entre les jeux. Et que forcément, les jeux qui ont le moins plu ne sont pas présentés. Et ce qui est intéressant aussi, dans cet échange des professeurs, c'est que la place dans le classement, ils se sont rendus compte que ça avait au final très peu d'importance. Par exemple, si on dit qu'un jeu est dans le top 20, on se fiche un peu de savoir s'il est 5e ou 20e. Ce qui compte, c'est qu'il est dans le top 20, donc que c'est un bon jeu. Et d'ailleurs, il note que ce serait une erreur de dire qu'il est 18e ou dans le top 18, parce que l'interlocuteur va se commencer à se poser des questions. Ça sort de sa zone de confort. Pourquoi 18e? Ça veut dire qu'il est tout en bas. C'est le 18e. Donc est-ce qu'il est légitime d'être dans ce top et est-ce qu'il est vraiment bon? Parce qu'au final, on préférerait avoir le top 1. Donc pour un éditeur qui citerait des tops d'autres personnes, il aurait tout intérêt à dire que son jeu est cité dans le top 10. Ce serait plus impactant que de dire qu'il est 8e. On retient la présence dans le top davantage que la position exacte. Et du coup, c'est même presque l'effet opposé. Lorsqu'on cite la position exacte, ça peut avoir au contraire un impact négatif. D'autre part, vu qu'on se souvient de la présence du jeu dans un top, plus on va en entendre parler dans différents tops, et plus le jeu va s'imposer comme une évidence, comme étant un très bon jeu. Même si on n'y a pas encore joué, on aura l'impression d'en avoir entendu que du bien. Mais si on accorde autant de confiance dans les tops, ça peut aussi complètement être chamboulé. Étant donné que tout repose sur la confiance, si on découvre qu'un top est biaisé ou influencé, tout s'écroule. On perd la foi dans le classement, voire dans les créateurs, les influenceurs eux-mêmes. D'ailleurs, si je fais un petit rapprochement avec les prix, comme l'As d'or, et notamment la polémique qui a été relevée par l'UDEMA de Punchbird, un jeu aurait été écarté des nominations de l'As d'or à cause de son auteur. Et si ça s'avère vrai, ça remet en question tout le processus de sélection. Si un jeu est écarté pour des raisons externes, est-ce que la légitimité des autres titres reste intacte? On peut du coup se demander si le jury était réellement libre dans ses choix et ça remet en question ceux qui ont été élus. Est-ce que vraiment ils ont été élus parce que c'était les meilleurs choix, parce qu'on leur a doucement imposé de choisir certains jeux plutôt que d'autres? Et dans ce cas-là, est-ce que la perte de confiance envers le prix ne serait pas inéluctable? Au-delà du marketing, les tops définissent aussi notre identité.
Si vous êtes un joueur passionné, vous avez très probablement votre propre top des jeux préférés, qui certes évolue avec le temps, mais à mon avis, vous avez tous vos jeux préférés en tête. Ces classements nous servent aussi un peu à nous positionner socialement. On cherche la validation des autres et voir si notre sélection colle avec celle de la communauté, avec les personnes qui nous entourent. Et tout ça, ça crée du lien. On partage nos goûts, on débat et ça renforce notre appartenance au groupe. Sur Board Game Geek, par exemple, les tops sont souvent un prétexte pour lancer des discussions animées. Et sur le Discord du comptoir des joueurs, c'est très souvent qu'on vient à évoquer nos tops et nos jeux préférés, parce que forcément, ça crée de la discussion, ça crée de l'intérêt et de la curiosité. On va comparer nos coups de cœur, on va défendre nos choix, peut-être faire découvrir certaines trouvailles aux autres. Pour résumer, les tops nous fascinent pour plusieurs raisons. Leur format efficace dans un monde qui est saturé d'informations et de nouveautés, leur capacité à structurer notre pensée, leur impact marketing qui est indéniable, mais aussi et surtout leur pouvoir social qui va créer du lien et renforcer notre identité. Ils nous donnent un point de repère rassurant et alimentent nos discussions, que ce soit en ligne ou en face à face. Mais au fond, est-ce que ces classements reflètent vraiment nos goûts personnels? Ou sont-ils en partie le produit d'une dynamique sociale et marketing bien huilée? Peut-on encore faire confiance au top lorsque leur légitimité est mise en cause? Ou lorsqu'elles deviennent si fréquentes que ça devient un outil de promotion sur certaines chaînes? On peut notamment, par exemple, se poser la question de la légitimité des tops dans des boutiques. Quel est leur réel intérêt derrière de réaliser ces tops? Est-ce que ce sont vraiment des préférences personnelles ou des souhaits de vendre certains jeux en grande quantité sur lesquels voilà, ils auraient passé des commandes importantes? Et si finalement, ce qui nous plaisait le plus dans les tops, c'était de pouvoir confronter nos propres choix à ceux des autres, quitte à les remettre en question? Est-ce que c'est vraiment de l'objectivité qu'on recherche? Ou est-ce que c'est juste un moyen de se reconnaître, de se retrouver au sein d'une communauté? Quoi qu'il en soit, je pense que les tops vont continuer de nous attirer et de nous faire débattre, parce qu'au fond, ils nous racontent quelque chose sur nous-mêmes. Et vous, quel est votre rapport au top? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, et merci d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à très bientôt!